Zéro, bonsoir. Alors, ce soir, à la barre de cette émission, Gérard Vaudan, accompagné de l'inénarrable Eugène Crampon. Bonsoir Eugène. Bonsoir Gérard. Et ce soir, chers auditeurs, nous avons la chance, le privilège et l'honneur de recevoir Pierre Hilard. Pierre Hilard, bonsoir. Bonsoir. Alors, avec Pierre Hilard, chers auditeurs, nous allons traiter du mondialisme. Le mondialisme, ses sources, ses projets. Qu'est ce projet, ses stratégies, et puis bien sûr un lien avec l'actualité. Alors, nous verrons effectivement les sources du mondialisme, les étapes dans notre histoire, la montée en puissance, et puis nous reviendrons surtout sur le XXe siècle, les échos politiques du mondialisme. Nous aborderons également l'Union européenne, qu'est l'Union européenne si ce n'est une stratégie du mondialisme. Nous développerons ce point, et puis nous aborderons également la notion de communauté transatlantique. Alors, une petite présentation de Pierre Hilard, peut-être très rapide, pour dire que Pierre Hilard, chers auditeurs, si vous ne le connaissez pas, eh bien, c'est un docteur en sciences politiques, un essayiste français, un professeur en relations internationales, ses recherches portent principalement sur l'instrumentation de l'Union européenne en vue de la constitution d'un bloc euro-atlantique, et nous pouvons citer le dernier ouvrage commis qui est sur la fondation Bertelsmann. Le titre exact, c'est Un empire des médias et une fondation au service du mondialisme, chez François-Xavier de Guibert, édition réalisée en 2009. Et nous avons bien entendu Eugène, allez-y mon cher Eugène. Oui, trois autres livres. Un qui est en cours de réimpression, le premier de Pierre Hilard, qui avait fait grand bruit à l'époque, qui s'appelle Minorité et régionalisme en Europe. Un second qui s'appelle La décomposition des nations européennes. Et puis un troisième important, c'est celui à partir duquel nous avons préparé l'émission ce soir, et qui s'appelle La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, destination Babel. Tout un programme. Effectivement, tout un programme. Alors, tous les livres chez François-Xavier de Guibert, me semble-t-il. Exact. Alors tous, pourquoi pas Bien, c'est le seul éditeur courageux qui acceptait à l'époque mon manuscrit. Les autres maisons d'édition refusaient, et c'est le seul qui acceptait. Il acceptait après avoir confié le manuscrit à un spécialiste de l'Allemagne qui a lu et qui a vu les faits, qui s'était à chaque fois référencé. Il a dit que c'était un travail sérieux, qu'on pouvait être choqué, surpris par certaines choses, mais qu'on ne pouvait pas nier des preuves à chaque fois étayées par une référence précise. Et l'éditeur, François-Xavier Guibert, a été courageux, il a accepté de publier. Et depuis, vous savez, j'ai un sentiment de fidélité. La fidélité, ce qui fait que quand quelqu'un vous a fait confiance, on continue dans la foulée. Et voilà, tout simplement. Bon. Très bien. Eh bien, écoutez, alors dans un premier temps, Pierre Hilard, j'ai envie de vous demander, l'objectif étant surtout de débattre ou d'apporter un certain nombre de connaissances pour nos auditeurs. Je dirais, d'après vous, quelles sont les sources du mondialisme et quelles sont, alors rapidement, vous nous brossez ça assez rapidement quand même, tout de même. Nous n'avons qu'une heure et demie. Ce n'est que la première question. Vous faites peur. Alors, le mondialisme. Déjà, voyez-vous, je vais définir deux mots. Mondialisme et mondialisation. On utilise ces mots, on utilise d'ailleurs un peu plus mondialisation à tort et à travers. La mondialisation est un phénomène qui a toujours existé depuis que l'histoire de l'humanité existe. La mondialisation, c'est uniquement... Ça correspond aux échanges humains et aux moyens de se déplacer en fonction de l'évolution matérielle. L'Empire romain, qui dominait donc la Méditerranée, c'était Mare Nostrum, il se déplaçait à pied, à cheval, en bateau. C'était les moyens de l'époque. Puis les moyens techniques se sont développés. Christophe Colomb est allé plus loin. Le Nouveau Monde, c'était la mondialisation intercontinentale entre l'ancien et le Nouveau Monde. Et puis les moyens de communication se sont développés au XIXe siècle, chemin de fer, etc. On était plus vite et plus loin, et ça a été la possibilité de communiquer, d'échanger des marchandises, etc. en tout genre. C'est un phénomène qui est naturel, et aujourd'hui, avec Internet, les moyens informatiques, Internet, la preuve avec cette émission, on peut toucher n'importe quel, Pékin qui habite de l'autre côté de la planète. Donc c'est un phénomène naturel Alors, finalement, c'est bon. La mondialisation, oui, mais c'est un phénomène naturel de développement des techniques, des sciences, des échanges, voilà, la chose en elle-même est naturelle. En revanche, le mondialisme, alors ça, c'est pas naturel, dans ce sens que c'est
à première vue une idéologie. En fait, c'est plus qu'une idéologie, c'est une mystique. Et là, il faut que les auditeurs comprennent véritablement qu'il y a une présentation matérielle du mondialisme par la volonté de réussir, par exemple, une gouvernance mondiale avec une monnaie mondiale, etc. Mais que ces apparences matérielles ne sont que la conséquence d'un travail fait en arrière, en amont, d'une mystique, d'unification de l'humanité sur des principes, finalement, d'humanité indifférenciée. Et pour reprendre une expression d'un mondialiste patenté, Jacques Attali. Ah, ça tombe bien, nos auditeurs attendaient qu'on en parle. Parce que Jacques Attali qui parlait de l'humanité nomade, voilà. C'est-à-dire sans racines. Et le mondialisme le rejette tout ce qui est tradition, le classicisme, les choses ancrées dans le passé, où on se transmet le flambeau. Une négation des identités. Voilà, négation des identités. Et le mondialisme veut faire de l'homme un être indifférencié, nomade, interchangeable, productiviste, et j'appelle ça un estomac prolongé par un simple sexe. Point oui, barre. C'est-à-dire que plus de blanc, plus de noir, que du gris et des pousseurs de caddie. Oui, et des consommateurs, et je dis toujours que tout le programme du mondialisme, il est sorti en 1931 dans un livre apparemment de science-fiction, mais en fait c'est un véritable programme politique, c'est l'ouvrage de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, où vous avez un État mondial avec des blocs continentaux unifiés, dirigés par un grand administrateur pour chaque continent. Et lorsque vous parliez de cette humanité indifférenciée, le grand administrateur du bloc européen porte un prénom et un nom particulier. Le prénom, il s'appelle Mustapha, le nom Meunier. Mustapha, prénom typiquement arabe, Meunier, nom typiquement français, mais il n'est plus arabe, il n'est plus français, il est un produit hors sol, produit du système, indifférencié. Et en 1931, cet ouvrage qui présentait donc un idéal d'État mondial avec une humanité subdivisée en 5 catégories entre les très intelligents, moyennement intelligents et puis ceux qui sont vraiment abêtis en fonction de manipulation génétique. En 1931, ce livre était, oui, un bon livre de science-fiction, mais en fait, il devait être rangé dans le rayon sciences politiques. C'est un programme politique. Et si j'ai le temps, je parlerai de Aldous Huxley, de ses origines et de son frère, Julian Huxley. Si vous me permettez, ou bien vous avez peut-être d'autres questions. Citez le livre. Vous n'avez pas cité le livre, Pierre. Alors, pour Aldous Huxley, c'est le meilleur des mondes. A Brave New World, qu'on achète à la FNAC à 7-8 euros, je crois, le bouquin, livre de poche. Alors, c'est la théorie du grand complot dans toute sa splendeur, là, que vous nous relatez. C'est amusant parce que le mot complot n'existait pas jusqu'à l'affaire Strauss-Kahn. Et là, quand les oligarchies sont touchées, alors là, c'est le complot pour certains. En fait, bon, déjà, oui et non. Oui, d'abord, le complot, ça existe. Le mot existe, les choses existent. L'assassinat de Kennedy, il y a un complot. On devine qu'il y a certaines choses qui ont joué en sa défaveur, mais on n'arrive pas à préciser de manière nette, précise, carrée, les commanditaires. Bon, il y a eu un complot. Le complot, ça existe. Mais dans le cas actuel du nouvel ordre mondial, du mondialisme, il y a un complot, oui, mais un complot qui laisse quand même pas mal de traces, de documents, de rapports. Il suffit de consulter soit le site de la Commission européenne, soit aller à l'UNESCO, soit lire les rapports du Parlement européen. Vous savez, mais est-ce que vous diriez que c'est une conspiration à ciel ouvert? Ah, c'est l'expression de Richard de Coudenhove-Kalergi, reprise, en fait, qu'il a reprise auprès de H.G. Wells, l'Open Conspiracy. Oui. Les preuves sont devant nous. Simplement, il faut être curieux. Et j'ajoute que derrière ces preuves, il y a une conspiration, il y a vraiment une élite, une super élite qui est derrière tout ça. Simplement, déjà, rien que les preuves suffisent à montrer qu'il y a une volonté d'aboutir à un monde différencié, unifié. Juste un exemple pour nos auditeurs, un exemple de preuve. Alors dites-nous. L'embarras du choix. Bon. Alors écoutez, je vais commencer avec Huxley, le fameux Aldous Huxley, auteur du bouquin, donc, Le meilleur des mondes, sorti en 1931. Son origine sociale. Il appartenait à la haute bourgeoisie anglo-saxonne, qui était pour un État mondial, pour l'eugénisme, la sélection de l'être humain. Mais c'est horrible! Ce sont les faits. Et je vais peu à peu, vous allez voir, développer le truc. Et vous allez voir que des mots qu'on entend, on ne connaît pas les ancêtres. Aldous Huxley, donc, eugéniste, partisan de l'État mondial, etc. Aldous Huxley avait un frère qui s'appelait Julian Huxley, qui lui aussi, comme son frangin, avait la même mentalité, bon, État mondial, eugénisme, etc. Eh bien, c'est ce Julian Huxley qui a créé qui est devenu en 1946, ou 47, je ne sais plus la date exacte, le premier président de l'UNESCO.
Et tout le monde connaît l'UNESCO en faveur de l'éducation, de la culture. Mais oui, parce que l'éducation, il faut formater les esprits d'une certaine manière, et évidemment, il faut formater d'une certaine manière en présentant des documents, des rapports qui vont canaliser dans le bon sens, enfin dans le bon sens à eux. Comme par hasard, le premier président de l'UNESCO, c'est Julian Huxley. Truc archi officiel. Je continue. On parle, vous savez, de cet institut qui s'appelle le WWF, archi connu, le World Wide Fund for Nature, enfin la protection de la nature. Le logo est un petit panda. Voilà. Les petits pandas, ils sont Petit mignons, panda, les petits mais c'est pandas. sympa. Et protection de la nature, toute personne censée pour la protection de la nature, contre la pollution, de l'eau pure, un air respirable, la chose en elle-même est normale. Bon. Qui est le fondateur du WWF? Eh bien, c'est le cousin Huxley, non? C'est toujours le Julian Huxley. Lui. Le même. Personne ne le connaît. Et en fait, la création de cet institut, il a un site internet, WWF, il suffit d'aller sur j'allais dire, cliquer sur Histoire, on a tout l'historique avec le fondateur, Julian Huxley, pour vous dire, comme c'est pas un complot, il suffit de lire. Site officiel. Eh bien, le Julian Huxley, pourquoi il a créé cet institut? Dans le but New Age, vous savez, de divinisation de la nature, c'est-à-dire faire de la nature, on appelle ça Gaïa, la mère nature qu'on voit dans le film. Et juste au moment où je parle du film, Normalement, le nom vous échappe à ce moment-là. Hein. On a, vous savez, tous les personnages en bleu. Il est sorti il y a un an. Avatar. Avatar, voilà. Un point pour Gérard Vaudan. Bravo. Eh ben, Avatar, c'est l'exemple type d'une tribu qui a pour Dieu un arbre qui est lié à la nature, c'est cet idéal de divinisation de la nature. C'est typiquement New Age mondialiste. Et je continue. Donc c'est Julian Huxley. On peut quand même, excusez-moi, je vous coupe, Oui, mais on peut quand même diviniser la nature sans être mondialiste. Ah bah, chez eux, si. Parce que l'amour de la nature, moi j'aime la nature, mon rêve c'est de créer une forêt, pour vous dire que... mais c'est pas pour autant que je vais faire d'un chêne planté, que j'ai déjà planté d'ailleurs quand j'avais 15 ans dans le jardin de mes parents, que je vais en faire un dieu. En fait, c'est une volonté d'inversion, faire disparaître les religions, et en particulier le catholicisme, et on parlera aussi de l'engagement des autorités politiques, des autorités religieuses romaines depuis Vatican II. Ouais. Je rappelle l'encyclique de Jean XXIII, donc on est dans les années 1960. Donc premier pape de Vatican II qui parle dans son encyclique Pacem in Terris d'un État mondial. Voilà. Alors il faut être franc, il ne cite pas État mondial, il n'écrit pas gouvernance mondiale, mais les phrases, les mots qu'il utilise vont dans ce sens-là. Et très rapidement pour le fameux Julian Huxley, donc premier président de l'UNESCO, fondateur du WWF qui divinise la nature, qui a été le premier président du WWF, eh bien le mari de la reine des Pays-Bas de l'époque, à l'époque il s'appelait la reine Juliana, son mari s'appelait le prince Bernhard, et qui a été aussi le premier président du Bilderberg, autre institut mondialiste. Donc on retrouve toujours les cousins, les copains, des liens soit familiaux, soit des liens professionnels. Et c'est archi officiel, vous allez sur le site du WWF, et vous avez toute la liste des présidents, dont le prince Bernhard, qui ensuite a eu comme successeur, un des successeurs, le mari de la reine d'Angleterre, le prince Philippe. Et je demande aux auditeurs d'être très attentifs, les familles royales anglaises et hollandaises sont très puissantes. Il ne faut pas voir uniquement le carrosse et puis la main qu'on agite devant le bon peuple. Ce sont des familles liées au mondialisme, richissimes, et le cousin, c'est un peu petit détail, le cousin de la reine d'Angleterre, donc Elisabeth II, le cousin qui s'appelle Michael de Kent, et le grand patron de la franc-maçonnerie anglaise. Voilà, alors, donc vous voyez, bon voilà. J'allais vous demander, et quid de la franc-maçonnerie dans tout ça, parce que dans, on va dire, l'imaginaire commun, ou enfin un cliché par excellence, la franc-maçonnerie tire les ficelles, dirige tout, etc. Alors oui, quelque chose là-dessus? Alors, on peut établir un parallèle entre... Alors d'abord, avant de parler du parallèle, un historique très rapide de la franc-maçonnerie. Toujours commencer les origines, puis arriver à la situation actuelle. Officiellement, la première loge maçonnique a été créée en 1717, à Londres, par 2 Anglais. Alors je dis bien officiellement parce qu'en fait, il y a eu des signes avant-coureurs bien avant 1717. Mais j'allais dire l'accouchement officiel, c'est 1717. 2 Anglais, 2 protestants, parce qu'il faut bien rappeler que le protestantisme est lié à la maçonnerie. En quelques mots, je dirais pourquoi tout à l'heure. Ces 2 protestants anglais, le premier, l'anglais s'appelait James Anderson. Et le deuxième anglais, je dis bien anglais, mais qui porte un prénom et un nom bien français, il s'appelait Jean
Théophile Desaguliers. On va dire, attendez, ça fait pas très british tout ça. La raison est toute simple. Jean Théophile Desaguliers a fui la France après la révocation de l'édit de Nantes en 1685 avec ses parents. Il était donc un huguenot. Il a été naturalisé anglais, donc il a gardé son prénom et son nom français. Et bon, en revanche, protestant lui aussi. Et en fait, la maçonnerie anglaise, maçonnerie tout court, vous avez la maçonnerie athée, la maçonnerie déiste qui dit qu'il y a une entité supérieure sans donner de définition précise. En fait, le cœur même de l'idéologie maçonnique repose sur 3 points. Alors je vais citer les 2 premiers mots qui font des mots sérieux, mais je vais expliquer. Le premier, c'est ce qu'on appelle le nominalisme. En philosophie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun a sa vérité. Tu as ta vérité, j'ai ma vérité. D'ailleurs, quand on discute souvent, les gens disent écoute, je respecte ta vérité, tu as ta vérité, moi j'ai la mienne. Chacun a sa vérité, et c'est une vérité évolutive. C'est-à-dire que ce qu'on pense aujourd'hui sera changé dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Alors que dans la morale catholique, il est dit qu'il y a des vérités éternelles qui ne bouge pas. Bon, voilà, c'est un fait. Deuxième point, c'est de l'idéologie maçonnique, c'est le naturalisme. C'est-à-dire que, d'ailleurs c'est en opposition complète avec le catholicisme. Le catholicisme dit qu'il y a un homme qui est né, Jésus de Nazareth, qui est le Messie, le Fils de Dieu, etc., qui est mort sur la croix, ressuscité, etc. Bon, et il faut y croire. C'est une vérité absolue religieuse, c'est la révélation. Le naturalisme maçonnique dit n'importe quoi, il n'y a aucune explication scientifique prouvant par A plus B que ce Christ est le Messie, qu'il est né d'une vierge, qui est resté toujours vierge même après sa naissance. C'est techniquement, biologiquement impossible. Ressuscité, apportez-moi la preuve, il n'y a aucune preuve. Donc, en fait, le naturalisme a une vision purement, j'allais dire, médicale, scientifique, qui rejette le surnaturel, qui, quelquefois, pour le catholicisme, dit que parfois il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer matériellement, scientifiquement. Et le troisième point de l'idéologie maçonnique, c'est que c'est la primauté de l'homme. L'homme est au centre de toute chose, alors que dans le catholicisme, c'est Dieu qui est au centre de toute chose, et l'homme qui est le second. Voilà, pour faire court. Alors, je précise une chose, c'est que l'idéologie maçonnique, c'est l'homme en règle générale, au centre de toute chose, et vous avez eu, entre guillemets, au sein du groupe maçonnique, des loges maçonniques, des branches dissidentes. Et je vais peut-être faire bondir certains, des branches protestantes maçonniques qui se sont spécialisées dans des catégories d'hommes. Dans ce sens que le communisme est une branche maçonnique protestante qui s'est catégorisée dans un homme particulier, le prolétaire, la branche sociale. C'était pas le bourgeois, c'était pas le noble, c'était le prolétaire, le monde ouvrier. Bon. Le nazisme est une branche protestante de l'idéologie maçonnique qui, elle, s'est catégorisée dans une catégorie l'arien, le germain, une catégorie d'hommes, un peu comme on dit un généraliste, vous avez ensuite pneumologue, gynécologue, tout ce que vous voulez. L'idéologie maçonnique s'est focalisée sur un homme qui n'était pas le slave, qui n'était pas le latin, qui n'est pas le celte, mais le germain. Et le germain, c'était l'allemand, avec des subdivisions, les flamands, les suédois. Ça peut surprendre, alors, mais... Là, je vous confirme qu'effectivement, vous allez faire bondir un certain nombre d'auditeurs. Hein. Je sais, mais bon, on est là pour discuter, et ils ont le droit de ne pas être d'accord. Absolument. Non, mais c'est aussi tout l'intérêt de la chose. Par contre, rajouter parmi les 3 points... Merci Félix. Parmi les 3 points de la maçonnerie, il y en a un 4e qui revient de manière récurrente dans tout leur discours, c'est la fameuse République universelle. Voilà. Donc on rejoint l'idéal mondialiste, le travail d'horloge qui prépare tout ça. Voilà, c'est que la finalité de tout ça, avec ces 3 points, c'est de converger vers un but d'une unité mondiale, d'un homme indifférencié, et en fait, c'est la grande tentative de créer Babel. J'ai mon livre, la marche irrésistible du nouvel ordre mondial. J'ai rajouté sur un fond rouge, d'ailleurs vous avez ça sur Amazon ou sur le site de la Fnac. Vous n'avez pas rajouté vu à la télé? Non, pas encore, parce que je passe pas à la télé. Si une fois je suis passé à France 24 avec l'ambassadeur afghan, mais ils m'ont jamais réinvité. C'est lui qui disait entre autres que c'était en 2008, mars 2008 je crois l'émission, où il disait que les choses s'amélioraient en Afghanistan. Bon, je lui ai dit que... Il avait raison. Ah oui, si on est taliban, forcément. Voilà, et je lui ai dit, écoutez, si vraiment c'est le cas, il manque plus qu'un office du tourisme à Kaboul. Et oui, là, il arrive parce qu'il s'est rendu compte que oui, c'est pas quand même demain la veille. Effectivement, on peut toujours attendre. Et sur mon bouquin, donc la marche irrésistible du nouvel ordre mondial, j'ai mis Destination Babel. Pourquoi? Parce que marche irrésistible donne une impression de victoire de l'ennemi. Non. Apparemment, ils gagnent, mais ils vont perdre. Alors, Destination Babel,
C'est pour montrer que Babel, ça s'est terminé par un échec. C'est pour montrer l'origine religieuse et mystique de ce mondialisme. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous avez dit religieuse? Oui, il y a un côté religieux. J'ose prononcer le mot satanique. Ah là, vous l'avez prononcé, hein. Voilà. Je le dis. Satanique, alors il y a attendez. une forme de satanisme. Il va falloir expliciter, là. D'abord, vous allez voir. Comment dire, l'historique si vraiment on fait un historique, vous avez le monde antique et le monde chrétien. En ce qui concerne le monde antique, le premier chef d'État, alors je parle de faits historiques, hein, le premier chef d'État à l'esprit mondialiste, monde antique s'appelait Nemrod, ou Nimrod, la version anglaise, hein, Nemrod, N-E-M-R-O-D. Et c'est lui qui est à l'origine de la fameuse tentative de construction de la tour de Babel. Tour Babel qui a été reproduite par une peinture, la peinture de Bruegel. Vous avez cette tour qui s'élance dans le ciel et qui est tronquée de biais au sommet. Or, comme par hasard, et c'est évidemment pas le hasard, regardez tous, allez sur Internet, tapez Parlement européen, tapez images, et vous verrez que le Parlement européen, c'est une tour tronquée, comme la peinture de Babel représentée par le peintre Bruegel. Donc on voit qu'il y a une continuité de pensée. Et d'ailleurs, dans l'histoire, Nemrod a été puni par Dieu, lui qui voulait être le Tout-Puissant. Il a été tué par l'être le plus faible, par un moustique qui était rentré par une narine de son nez, il lui a causé des maux de crâne horribles et il en est mort comme ça. Donc l'être le plus faible qui a mis à terre la démesure, l'orgueil d'un homme qui voulait surpasser Dieu. Bon, Vous avez le prix de moustique quand même. Ah oui, il n'y avait pas de produit Pire que les escales moustiques. Voilà. Mais, donc, vous avez l'exemple, là, que je cite historique, mais vous avez aussi l'exemple de cet homme hors du commun. On peut, voyez-vous, on peut ne pas aimer, ne pas être d'accord avec ces gens-là, mais on ne peut pas leur enlever une chose, ils sont parfois extraordinaires, et je pense à un chef d'État du monde antique absolument extraordinaire, qui s'appelait Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, son rêve, c'était d'unifier l'Occident et l'Orient. Et comment? Eh bien, il y a les fameuses noces de Suse en 334 avant Jésus-Christ, où il a épousé donc la fille du roi perse Darius. Lui et 10 000 de ses hommes, donc des Grecs, des Européens, qui ont épousé les filles du cru du coin, pour créer une humanité mélangée, métissée, qui n'était plus grecque, qui n'était plus orientale, qui était autre. Voilà, on a toujours cette même mentalité. Voilà les deux exemples du monde antique. Alexandre le Grand, Jacques Attali, même combat. Ah bah Jacques Attali, il faut lire. Je crois qu'aujourd'hui, continue dans la même voie. Il y a même plus à se cacher ou à se planquer derrière les mots. Aujourd'hui, il suffit de lire les livres de Jacques Attali. Il suffit de lire les derniers textes qui ont été co-signés en France par Gilles Bernheim, le grand rabbin de France, avec Alain Finkielkraut. Ils le disent. Ils disent la marche de la politique mondiale, c'est nous qui la menons dans un sens qui est de donner corps finalement aux prophéties bibliques. En quelque sorte, c'est une idéologie, enfin, c'est une pensée, c'est une idéologie qui vient qui vient du fond des âges. Hein. Ça a traversé le temps, toutes les persécutions, c'est assez admirable, hein, d'ailleurs. Hein. Ah oui, cette persévérance. Et d'ailleurs, il y a un des livres de Jacques Attali où, dans cette gouvernance mondiale, il donne la capitale du monde, Jérusalem. On a envie de dire. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi pas Helsinki, Bamako Et le dimanche à Bamako, voilà, c'est le jour du mariage. Absolument, très bon. Voilà. Eugène. Merci Eugène. Voilà. Donc en fait, Jérusalem, bon, on va pas jouer les innocents, on comprend tout de suite pourquoi Jérusalem. D'ailleurs, pour la petite histoire, là aussi les internautes, Internet, c'est toujours à double tranchant, comme toute invention humaine, mais Internet balance des informations qui sont fort intéressantes, qu'ils tapent sur Internet les mots-clés comme palais de justice, Tel Aviv, pyramide. Et vous avez le palais de justice donc qui est à Tel Aviv et il tape images. Et en fait, ce sont des photos aériennes. On voit un palais de justice, un bâtiment moderne, etc. Et au centre de ce palais de justice, il y a une immense pyramide avec un œil au sommet. C'est le bâtiment Comme c'est étrange. de justice israélien, archi-officiel. Alors la pyramide, on ne peut pas la voir quand on est, paraît-il, debout, je veux dire, au rez-de-chaussée, enfin à l'extérieur. On peut véritablement la voir, cette pyramide, avec l'œil, vue aérienne. Mais on a envie de dire, pourquoi ? Pourquoi cette décoration? Alors, évidemment, bon, il y a quelque temps de ça, j'étais à Karlsruhe. Bon, à Karlsruhe, vous avez au centre de la ville une pyramide. On a envie de dire, mais pourquoi cette décoration? Pourquoi pas un carré? Pourquoi pas Oui, avec cette tradition. Oui. Ramené par Bonaparte chez nous. Par exemple. Mais je vais aller apporter de l'eau à votre moulin. Je parlais des chefs d'État mondialistes du monde antique. Le premier chef d'État
esprit mondialiste de l'ère chrétienne, c'est un empereur du Saint-Empire romain germanique du XIIIe siècle, qui est mort en 1250, et vous allez voir la modernité du bonhomme, un homme extraordinaire qui s'appelait Frédéric de Hohenstaufen, qui était très intelligent, cultivé. C'est lui, entre autres, qui est l'auteur d'un traité sur l'art de la chasse avec les faucons. Et traité qui est toujours valable. Donc vraiment un homme éclectique, mais surtout, il était, et ça c'est l'esprit typique du mondialisme, indifférent au catholicisme. Je rappelle, le XIIIe siècle, c'est l'époque de Saint-Louis, c'est l'époque du catholicisme, des cathédrales, bon. Et lui, c'est le premier chef d'État à voir les religions d'une manière indifférenciée, que ce soit le catholicisme, l'islam, le judaïsme. Pour lui, c'était pareil, il fallait un mélange de toutes les religions, et ça allait très loin, puisque... il s'est fait excommunier par l'Église. Il a fait venir des immigrés, en fait des soldats musulmans avec leur famille, regroupement familial, je croyais que en c'était Giscard Italie. en 73. Oui, mais en fait, en Italie du Sud, dans un petit patelin qui s'appelait Lucera, il leur a construit une mosquée. Donc vous voyez, avec les moyens techniques de l'époque, la mondialisation de l'époque qui faisait que les moyens de déplacement étaient lents, à cheval, etc., ce que vous voulez. Mais déjà, il avait cette volonté de mélanger en terre chrétienne, eh bien, une mosquée avec des populations musulmanes, chose absolument incroyable à l'époque. Mais il était moderne par rapport à notre époque, où alors là, il serait gâté. Là, oui. Enfin, là, vous venez quand même de briser deux grands mythes, hein. Pierre Hillard, Alexandre désolé, le Grand c'est et Hohenstaufen. Blam, allez, Mais par terre. Hohenstaufen est un homme extraordinaire, mais on se dit toujours, dommage qu'une intelligence aussi hors norme était vouée à des choses qui étaient finalement mauvaises. En fait, c'est le principe de l'indifférence. Toutes les religions se valent, tous les peuples sont mélangés, le refus des traditions. Voilà. Et créer la première mosquée en Italie du Sud avec une communauté musulmane qui avait fait venir, une immigration avec les familles qui venaient avec, mais c'est d'une modernité, mais simplement avec les moyens de l'époque, quelques milliers de personnes. Aujourd'hui, c'est bon. Il faut rajouter plusieurs zéros. Ouais, quelques-uns. Eugène, vous vouliez dire quelque chose? Non, je crois qu'on a fait le tour des origines bibliques du mondialisme, on va dire ça comme ça, de la maçonnerie. Je crois que l'accélération se fait après la Révolution française, de cet esprit-là. Ah ça, oui. Vous citez même un personnage emblématique dans vos écrits, c'est Anacharsis Clootz. Oui, Anacharsis Clootz, qui était français, mais en fait, il faut toujours s'intéresser aux origines, était un juif prussien. Un juif prussien naturalisé français qui, je vais citer sa formule, disait, alors je cite Anacharsis Clootz, donc dans la Révolution française, l'humanité ou le genre humain ne vivra en paix que lorsqu'il ne formera qu'un seul corps, une nation. En fait, dans son esprit à lui et puis de ses copains, la Révolution française n'était pas une finalité mais une étape. Il fallait détruire un ordre classique. Je rappelle que la mort de Louis XVI, alors là je vais dire uniquement quelque chose de factuel, après on est pour, on est contre, c'est autre chose. Mais la mort de Louis XVI, guillotiné donc place à Concorde à l'époque, donc enfin à l'époque ça s'appelait place Louis XV, guillotiné le 21 janvier 1793, c'est un baptême, un rituel maçonnique avant d'une certaine manière, puisqu'en fait les révolutionnaires ont fait plus que tuer le roi, ils ont... Alors, pour être plus précis, d'un point de vue strictement politique, le roi de France, qui s'appelle Louis XVI, Louis XV, Louis XIV, Henri IV, etc., était le lieutenant du Christ. C'est-à-dire que la France, depuis le baptême de Clovis en 496, était finie de l'Église. Voilà, c'est purement historique, comme je dis, le Christ est mort pendu, crucifié, fusillé, c'est crucifié, c'est un fait. Bon. Donc là, les rois de France étaient les lieutenants du Christ, et les rois de France devaient, en tant que délégués du Christ, appliquer une politique catholique. Mais voilà, la nature humaine, elle est là, et la faiblesse humaine, elle est là, et les rois de France, il y a eu tout, hein. Il y a eu entre Saint-Louis et Louis XV, il y a une légère différence. Mais les rois de France avaient, lors des paroles du sacre, des paroles très précises. Ils prêtaient serment en disant qu'ils devaient lutter contre l'hérésie. Alors, juive au début, puis avec les protestants, ça s'est rajouté. Louis XVI, il a d'ailleurs violé les paroles du sacre, puisque il a 3-4 ans avant la Révolution française, financé avec ses propres deniers la restauration de la synagogue de Metz. Il a violé les paroles du sacre. Donc pour vous montrer que ils avaient beau être, d'un point de vue de sciences politiques, les délégués, les ministres de lieutenant du Christ, en tant qu'hommes, ils commettaient parfois des bêtises. Et en fait, la Révolution française,
à défaut, et je pense en particulier à Robespierre qui a voté la mort de Louis XVI, à défaut de pouvoir décapiter le Christ, ils ont décapité l'élément le plus proche, son lieutenant. Et je n'ai jamais pu savoir le nom. Lorsque Louis XVI a été décapité, il y a un homme qui a plongé un tissu, un mouchoir, peu importe, dans le sang de Louis XVI, et qui a aspergé 3 fois la foule. Dans le rituel catholique, au début, vous avez un chant latin qui se dit « aspergeme », c'est-à-dire que le prêtre, avec le goupillon, bénit la foule avec de l'eau bénite. Et cet homme-là, il a fait la même chose, mais avec le sang de Louis XVI. Les gens qui voient ça d'une manière matérielle vont dire, oh, mais surtout ceux qui étaient présents autour de l'échafaud ont dû se dire, oh, mais il est con ce mec, il nous balance du sang, mais ça va pas partir au lavage, je vais me faire engueuler par ma bonne femme, il est con, voilà le truc, bien, ras des pâquerettes. Ah non. Oui, ras des pâquerettes pour ceux qui voyaient que l'aspect matériel. En fait, c'était un baptême, un rituel, c'est-à-dire à défaut d'avoir pu tuer le Christ, ils ont décapité son lieutenant et ils baptisaient la naissance de cette France, s'appuyant sur les principes maçonniques, sur le sang de la victime. C'est un rituel. C'est un rituel. Je rappelle que la Sainte Ampoule qui permettait le sacre des rois de France depuis Clovis, cette Sainte Ampoule qui ont prélevé une petite goutte de cette ampoule qui, paraît-il, avait été apportée par le Saint-Esprit au moment de baptême de Clovis en 496, cette Sainte Ampoule a été détruite, brisée par Philippe Ruhl, R-U-H-L, qui était protestant. On retrouve toujours, vous verrez jamais un catholique traditionnaliste de la Révolution française, vous verrez toujours des origines bien précises, et ce n'est jamais l'effet du hasard. Donc on voit bien qu'il y a une césure. Fédéré de Charles Maurras. Il joue un rôle. Il joue un rôle. Le maçon, le protestant et le métèque. Voyez-vous, il faut voir... Avec des guillemets, Eugène, hein, c'est bien... Il faut voir. Maurras parlait des 4 États confédérés. Mais, chose est sûre, lorsqu'on voit l'origine de ceux qui sont à la tête de la finance américaine, on croit lire la liste de Schindler. Alors justement, tiens, parlons de la finance, là. Parlez-nous je dirais, du rôle de la banque, là. À ce micro, il y a quelques semaines, on avait Alain Soral, qui était notre invité. Il y avait notamment, c'était à propos de son livre, où tout au long de son livre, Comprendre l'Empire, on voit vraiment bien, c'est assez intéressant, on voit vraiment bien apparaître le rôle de la banque. La montée en puissance de la banque à travers l'histoire, sa prise du pouvoir. Alors, la Fed, 1913 non 1913, en fait, vous savez, en histoire, tout a été inventé. Et la Fed, avec Goldman Sachs et compagnie, en fait, le Goldman Sachs, il s'appelait l'ordre des Templiers au XIIIe siècle. L'ordre des Templiers au XIIIe siècle, Philippe le Bel, pour vous montrer la modernité, que la mondialisation n'est que l'accélération des techniques, mais que l'esprit reste le même. Philippe le Bel, donc des années 1300 par là, était emmerdé par une super, entre guillemets, corporation, c'est un groupe religieux, mais qui était en même temps une puissance financière énorme, qui était un État dans l'État. Et que si Philippe le Bel ne faisait rien, cet État dans l'État, qui était le Goldman Sachs de l'époque, prenait le dessus. Il a arrêté les grands dirigeants, Jacques de Molay en particulier. Après, la méthode pour réprimer, c'est la rudesse de l'époque. Mais il a éradiqué le mal. Le monde de la finance a véritablement pris son essor, d'abord dans le monde anglo-saxon, ça c'est la maison mère. Et ce monde de la finance a essaimé partout, et la Révolution française, le pauvre peuple qui était roulé dans la farine, d'ailleurs c'était un révolutionnaire qui s'appelait Camille Desmoulins, qui disait sous forme de boutade en 1789 qu'on n'aurait pas trouvé 10 républicains en France. En fait, les Français, il suffit de lire les cahiers des États généraux, il n'y a pas une phrase, il n'y a pas une ligne anti-monarchique, anti-roi, qui a eu des réformes, oui, mais pas de révolution. C'est étrange parce que c'est quand même ce qu'on apprend à nos enfants à l'école aujourd'hui. Oui, il n'y a pas de secret. Les bouquins d'histoire, Mallet Isaac, sont truffés de mensonges. C'est bien simple, vraiment. Pendant des siècles et des siècles, c'était la noirceur la plus grande. Et puis la lumière est enfin apparue en 1789. Il ne s'agit pas d'enjoliver la période d'avant 89. Il y avait des choses qui n'étaient pas jolies, mais il y avait des choses magnifiques. Et quand je vois la cathédrale ou la chapelle Sainte-Chapelle, quand on voit Beaubourg à côté, je préfère la Sainte-Chapelle sans hésiter. Il y a des choses extraordinaires. Dites donc, le quartier est super sympa, Beaubourg. En plus, les gens vivent la main dans la main, si je puis me permettre. Écoutez... Bref. Alors, revenons à la banque. Alors,
pour actualiser quelque peu, la banque et les deux plus grosses boucheries européennes que sont la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Une analyse, un mot là-dessus? Alors, je disais tout à l'heure que, en fait, l'origine du mal est quand même anglo-saxon, associé aussi à une élite juive. On peut pas se voler là. Entre guillemets. Bah oui, il s'appelait pas Dupont-Durand, il s'appelait Rothschild. Donc, je dis tout de suite, l'antisémitisme est une faute morale, mais moi, je suis catholique, donc on doit être respectueux des personnes, peu importe leurs origines, mais on peut quand même constater leurs défauts et ne pas être d'accord avec l'action d'un tel ou un tel. Donc, il faut pas se voiler la face. Ils sont pas corses, hein, ceux qui agissent. Donc, les Rothschild, le monde de la finance juive associé à une élite commerciale britannique, ben, ils ont mené le bal. Et pour les Premières et Deuxième Guerres mondiales, en fait, il faut lire les ouvrages anglo-saxons ou allemands, mais anglo-saxons en particulier, parce que vous savez, là où se trouve le poison, se trouve le remède, très souvent. Et vous avez des anglo-saxons à l'origine du mal, mais vous avez aussi des anglo-saxons qui ont su combattre ce mal. Et je pense en particulier d'abord à un Anglais naturalisé américain qui est mort en 2002, et c'est un sacré monsieur, il s'appelait Anthony Sutton, Sutton S-U-T-O-N, il y a des vidéos sur Dailymotion YouTube, et un autre, lui un américain qui s'appelait, il est mort en 77, il s'appelait Carroll Quigley. Et en ce qui concerne Anthony Sutton, il a écrit entre autres plusieurs livres sur le mondialisme, enfin sur les oligarchies, et entre autres écrit une trilogie dans les années 60, Wall Street et le nazisme, Wall Street et le bolchevique, et Wall Street et Federer. Federer, c'était Franklin Delano Roosevelt. Livres malheureusement qui n'ont pas été traduits en français, hélas. Et entre autres dans le bouquin donc Wall Street et les bolcheviques, Anthony Sutton apporte les preuves. Alors quand je dis les preuves, d'abord je situe le personnage, il était professeur d'université à l'Institut Hoover. Et il s'appuyait sur les travaux, sur des pièces d'archives, uniquement des pièces d'archives du Congrès des États-Unis, enfin de différents instituts. D'ailleurs, il a payé très cher ses découvertes parce que il avait déjà une formule qui disait persecute, never prosecute, c'est-à-dire persécuter, jamais poursuivre en justice. Il n'a jamais été poursuivi en justice, mais il était puni parce qu'il a été foutu à la porte de sa chaire d'enseignement de l'Institut Hoover et interdit de consulter les pièces d'archives des congrès des États-Unis, etc. Et entre autres, comme par hasard. Donc c'est déjà facile pour vous dire que le bonhomme, il était inattaquable. Bon, et quand il a sorti ses bouquins des années 60 pour sur les bolcheviks, il montre avec les références, c'est bien simple, je me disais, quand je lisais le bouquin, je disais, Anthony, il me faut la preuve, la référence, le file, dossier, numéro temps, rapportant, page temps, le truc béton. Et chose qu'il met, il montre que la City, City Wall Street, les 200 de l'oligarchie anglo-saxonne, ont financé les bolcheviks. Et je vais citer deux exemples. Le premier exemple, c'est la première ambassade, sans avoir le nom, représentation politico-commerciale de la toute jeune Union soviétique, révolution bolchevique 1917, en 1918, la première représentation politico-commerciale de l'Union soviétique aux États-Unis n'était pas à Washington, capitale des États-Unis, mais à New York. C'est une autre capitale. Capitale de la finance, capitale de beaucoup de choses, et Anthony Sutton va très loin, puisqu'il donne toute la liste des membres du comité de cette représentation soviétique qui n'était même pas dirigé par un Russe mais par un Allemand qui s'appelait Ludwig Martens, très intéressant. Tous pairs. Et l'adresse se trouvait exactement dans le gratte-ciel où se trouvaient tous les grands patrons de la finance de Wall Street. Je crois que c'était au 17e étage, enfin peu importe l'étage de l'immeuble qui se trouve au 25e, pour vous dire. Et le deuxième exemple que je peux vous citer, donc déjà rien que ça on a envie de dire, bon. Et le deuxième exemple, la première banque soviétique qui a été créée en 1922, 1923, 24, enfin au début des années 20, cette première banque soviétique s'appelait la Ruscom Bank. Donc on va dire, banque soviétique dirigée par un soviétique, enfin un truc là. Non. La première banque soviétique était dirigée par un juif suédois qui s'appelait Olof Eichberg, qui était le patron de la finance suédoise très liée au monde anglo-saxon, et d'ailleurs la Nitbanken, je crois, ou la Nuitbanken, je sais plus exactement le nom suédois, dirigé donc par Olof Eichberg, et Olof Eichberg avait un représentant de sa banque à Londres, et son nom est très facile à retenir, c'est une marque de thé qui s'appelait Earl Grey, et Earl Grey,
qui avait donc comme supérieur Olof Heisenberg, travaillait main dans la main avec les oligarques anglo-saxons, dont un, si j'ai le temps d'en parler, qui s'appelait Alfred Milner, qui était le directeur de cabinet du premier ministre anglais Lloyd George. Et donc Olof Heisenberg était le patron de cette banque soviétique et le représentant de la banque soviétique pour les affaires internationales, c'était un Américain, membre d'une entreprise américaine cotée à Wall Street dont le nom m'échappe. Je crois qu'il s'appelait William Taylor. Bon, son nom m'échappe. Là, je mets un petit bémol. Je sais que c'est un Américain. Donc, pour vous montrer les accointances. Et il a fait pareil avec le nazisme. Il l'a montré avec les documents, les références, les sommes d'argent transmises par les élites anglo-américaines aux personnes entourant Hitler. On peut rebondir sur ce que vous dites, Pierre, et faire le lien entre la réserve fédérale américaine et ce qui s'est passé en Russie, puisque ce sont les mêmes personnages. Il y a une banque, précisément, qui s'appelle la banque Kuhn-Loeb-Eco. C'est elle qui a financé, dans laquelle on retrouve quelqu'un comme Jacob Schiff. Et puis surtout le fameux James Paul Warburg, qui était l'administrateur de la banque Kuhn-Loeb-Eco, mais qui est le véritable fondateur de la réserve fédérale, et qui a déclaré un jour, nous aurons un gouvernement mondial, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est son fils. Oui, James Warburg en 46-48. Il l'avait bien formaté. Ah oui, et donc il est le fondateur, il est l'administrateur de la banque Kuhn-Loeb-Eco, mais il est le fondateur aussi de la réserve fédérale américaine. Même son premier président. Son premier président, exact. Et je vais continuer parce que on retrouve toujours les mêmes petits groupes, les mêmes oligarques. Ce sont des liens souvent familiaux d'ailleurs. Ethniques, financiers, religieux, spirituels. Corse. Toujours Corse. On va avoir des emmerdements. On va se faire plastiquer le studio. Par les Corses. Alors, en fait, vous parliez de Warburg, et je vais apporter de l'eau à votre moulin, puisque, en fait, il y a deux branches Warburg. Il y a la branche allemande et la branche américaine. Vous aviez Max Warburg, patron de la banque allemande, le siège à Hambourg, et son frère, naturalisé américain, Paul Warburg, qui en 1913 est devenu le premier patron de la Fed, qui je rappelle est responsable de l'émission monétaire, enfin du dollar, et qui est une banque indépendante de la Maison Blanche, que le président des États-Unis soit républicain, démocrate, blanc, noir, jaune. Capital. Là, je demande à nos auditeurs vraiment de comprendre ce qu'est en train de dire Pierre. C'est le secret de la politique mondiale. Voilà, parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a deux choses dans l'histoire de l'humanité. L'argent et le cul. Vous enlevez ça, il n'y a plus rien. Pour l'argent, nerf de la guerre, quand vous avez une banque privée, indépendant du pouvoir politique, qui est responsable de la fabrication du billet, du dollar, qui, jusqu'à encore aujourd'hui, est la monnaie de référence, plus pour longtemps parce que le compte à rebours a commencé, ça vous donne la puissance colossale des personnes autour. Bon, donc c'est Paul Warburg qui est devenu le premier président de la Fed. Et pour la petite histoire, le lendemain de la Première Guerre mondiale, vous avez la création d'un institut de recherche, il n'y a pas de mot en français, le think tank, littéralement réservoir à penser, voilà. Le CFR, le Council on Foreign Relations, le premier patron, c'était l'ami Paul Warburg. Et pour vous montrer les liens euro-atlantiques de cette famille, Warburg, vous avez une entreprise allemande qui est très connue, de chimie, qui s'appelle IG Farben. Eh bien, dans les années 20, le grand patron du service administratif, du comité directeur, d'IG Farben Allemagne, s'appelait Max Warburg, donc représentant allemand, siège à Hambourg, et le représentant comité directeur de IG Farben aux États-Unis s'appelait Paul Warburg. Donc, vous voyez, ça travaille main dans la main. C'est étrange. Vous vouliez rajouter un petit mot, Jeanne ? Oui, ce que vous pourriez nous dire, alors vous nous avez parlé des Warburg, je pense qu'il faut redire la phrase, parce que c'est celle qui l'a rendu célèbre. Qu'on le veuille ou non, nous aurons un gouvernement mondial. Le seul problème étant de savoir si nous l'imposerons par la force ou par le consentement. Eh ben voilà. Déclarez ça à la Chambre des représentants. Hein. Je crois que tout est dit là. Alors, chers auditeurs, je vous propose nous sommes à mi-parcours de l'émission, pardon. Nous allons faire une pause musicale et puis après nous développerons, notamment sur tout ce qui concerne l'Union européenne, comment elle s'intègre dans cette stratégie et puis la notion de communauté transatlantique. Et après, je pense que nous aurons fait, peut-être pas le tour de la question, mais en tous les cas, nous aurons certainement bien défricher le sujet.